Bon, je disais donc que le paradoxe, c'est que des vérités apparemment contraires se retrouvent pour définir une même type de réalité. Et ce que je veux poursuivre, c'est en disant qu'il y a une complémentarité entre ces vérités contraires. Alors, j'ai commencé à parler des paradoxes de la complexité et j'ai parlé du fait que pour être autonome, eh bien, il faut que nous soyons dépendants de notre environnement, ne serait-ce que pour nous nourrir, mais dépendants aussi, si nous sommes des êtres humains, pas seulement de l'environnement naturel, mais de l'environnement culturel, puisque c'est avec le langage, c'est avec mes connaissances que j'aurai acquises, que je peux avoir une certaine autonomie d'esprit. Et même du point de vue matériel, grâce à mon ordinateur portable, et je suis extrêmement autonome pour pouvoir écrire mes livres ou mes articles, mais il est certain que si mon ordinateur tombe en panne, ou s'il ne peut pas être rechargé en électricité parce que je me trouve dans un désert, je perds toute cette autonomie intellectuelle que me permet le couper-coller, etc. Donc, si vous voulez, c'est assez intéressant de voir ce fait que l'autonomie qui n'existait pas dans l'ancienne science, qui était entièrement déterministe, peut être conçue aujourd'hui par un nouveau type de connaissances, et notamment, par exemple, par l'apport de la cybernétique. Comment? Vous savez qu'en cybernétique, il y a ce qu'on appelle la rétroaction négative, c'est-à-dire le feedback négatif, c'est-à-dire un dispositif qui empêche la déviance de se développer dans un système stable. Je prends un exemple physique. Cet exemple physique, c'est, disons, une pièce chauffée par un radiateur, une chaudière. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que le thermostat lui-même va arrêter la chaudière quand la température voulue sera atteinte et la remettra en marche au changement. Bon, vous avez donc une causalité en circuit. Vous n'avez plus cette causalité, la cause crée un effet. Vous avez l'effet qui rétroagit sur la cause et qui devient cause. Mais ça devient intéressant parce que grâce à ce système, vous avez l'autonomie thermique de la pièce. Plus il fait froid à l'extérieur, plus il va faire chaud à l'intérieur. Et de même, dans notre corps, nous avons ce qu'on appelle l'homéostasie, qui maintient, par exemple, une régularité de température autour du chiffre de 37 degrés centigrades. Donc, vous avez donc tout un dispositif extrêmement intéressant qui permet de comprendre l'autonomie et qui permet donc même de développer l'autonomie avec toujours un développement de dépendance multiple. Mais vous avez cette relation tout à fait paradoxale entre la vie et la mort. Pourquoi? Bien entendu, on ne peut pas imaginer deux notions plus opposées, plus antagonistes que la vie et que la mort, incontestablement. Et pourtant, un grand penseur de l'Antiquité, qui s'appelait Héraclite, a eu cette formule mystérieuse: vivre de mort, mourir de vie. Ah, mourir de vie, ça se comprend très bien, parce qu'effectivement, à force de vivre, on peut penser qu'il y a une usure et qu'il y a une dégradation que l'on constate avec le vieillissement. Mais, et puis c'est obéir au deuxième principe de la thermodynamique qui veut que tout dans l'univers, tout en système organisé, finit par se désintégrer. Bon. Mais vivre de mort, bon, il y a un premier sens qui est un peu banal. Nous nous nourrissons d'animaux ou de végétaux dont nous causons évidemment la mort pour nous nourrir. Mais le sens est beaucoup plus subtil que ça. Pourquoi?
Parce que, en réalité, nos cellules, les milliards de cellules qui sont dans notre corps, ce sont des cellules qui, à un moment donné, se désintègrent pour faire place à des cellules jeunes. Autrement dit, la mort de nos cellules aide à nous rajeunir puisque des cellules jeunes vont les remplacer. Et même on sait aujourd'hui que cette façon qu'elles ont de mourir est très bizarre. Elles semblent se suicider d'elles-mêmes en recevant des signaux de ces cellules voisines. De toute façon, nous vivons de la mort de nos cellules. Et dans le fond, en réalité, vivre, c'est rajeunir en vieillissant. Mais à force de rajeunir, ça finit par être tuant. Et là, on arrive aussi à cette idée qu'on finit par mourir. Donc, la vie et la mort sont opposées, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a un complément, puisque nous luttons contre la mort. C'est Bichat qui a défini la vie comme l'ensemble des fonctions qui luttent contre la mort. Nous luttons contre la mort en intégrant la mort en nous pour pouvoir créer de nouvelles cellules et rajeunir. De même, quand nous voyons nos sociétés, quand nous voyons la vie, quand nous voyons l'univers, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien entendu qu'il y a de l'ordre, qu'il y a ce qu'on appelle les lois de la nature. Nous contemplons le ciel, nous retrouvons les étoiles tout au même point, et nous retrouvons les planètes qui font leur cycle apparemment immuable. Donc, nous sommes dans un monde ordonné, mais du moins que l'on croit tel, parce que ce que nous savons maintenant, aujourd'hui, c'est que l'univers se dilate et tend vers la dispersion, que, évidemment, à des longueurs de millénaires ou de millions d'années, les étoiles s'éloignent les unes des autres. Nous savons que des étoiles naissent, que des étoiles meurent, que des étoiles explosent. Nous savons donc que cet univers est à la fois un mélange d'ordre et de désordre, et en même temps d'organisation, parce que les étoiles sont des miracles d'organisation entre implosion et explosion. Mais de même, dans la société, nous voyons de l'ordre, les lois, les gens obéissent à leurs indications quotidiennes, ils vont au travail à la même heure, bref. Mais en même temps, que cet ordre, écoutez, rien ne régit la circulation dans les rues, nous avons une grande liberté de mouvement, il y a des embouteillages, et il y a donc la société, disons, vit pas seulement avec de l'ordre, ce qui serait alors un monde entièrement totalitaire, mais avec un mélange d'ordre, de désordre, de jeu, de liberté, et tout ça fait partie de son organisation. Et donc, nous avons maintenant le mot d'ordre et le mot désordre qui sont le contraire de l'un de l'autre. On voit qu'ils sont associés. Ils sont associés dans le monde physique, ils sont associés dans le monde biologique, ils sont associés dans le monde humain. Donc, voilà encore une complexité dans laquelle nous devons nous situer. Et prenez en sorte ce que c'est qu'une société. Une société, c'est en quelque sorte, elle a deux pôles. Les Allemands ont deux mots pour parler de ça. Ils disent d'un côté Gemeinschaft, c'est-à-dire une communauté, et de l'autre côté Gesellschaft, c'est-à-dire la société où règnent des rapports de concurrence, de conflit, de diversité. Et en réalité, nos sociétés qui sont des nations, elles ont les deux pôles. Bien entendu, en temps de paix normale, c'est surtout le pôle de la Gesellschaft, c'est-à-dire des rapports de conflit, de rivalité, de concurrence, des rapports multiples qui prédominent. Mais en même temps, quand la patrie est en danger, quand nous voyons un compatriote loin de chez nous, nous nous sentons en communauté. Et nous avons donc ces deux éléments ensemble dans toute société. Donc, c'est pour vous dire que le paradoxe est présent dans la complexité, et c'est ça qui est difficile à faire entrer
dans nos esprits.